Quand on pense à la pollution, on imagine souvent une cheminée d'usine qui crache de la fumée noire. Mais ce qu'on voit là, ce n'est pas la fin de l'histoire. En fait, c'est juste le tout début d'un voyage incroyable, complexe et la plupart du temps complètement invisible. C'est ce voyage qu'on va suivre ensemble, étape par étape, pour vraiment comprendre d'où vient la pollution et quel est son impact final. Voilà, tout part de là. Dès qu'un polluant est libéré dans l'atmosphère, il perd tout contrôle. Il est emporté dans une sorte de danse chaotique, dictée par le vent, la météo et tout un tas de réactions chimiques. C'est un peu comme lâcher un message dans une bouteille à la mer, mais dans un océan d'air. Voici le plan de route de notre exploration. On va d'abord voir comment la pollution décolle. Ensuite, on la suivra dans son périple aérien. On verra comment les scientifiques arrivent à prédire sa trajectoire, un peu comme des météorologues de la pollution. Puis, on s'intéressera à sa redescente sur Terre pour enfin mesurer son véritable impact une fois au sol. Allez, on commence par le tout début, le lancement. De quoi on parle exactement quand on parle de polluants et d'où viennent-ils ? Pour faire simple, la pollution atmosphérique, c'est l'ensemble des substances nocives que nos activités humaines envoient dans l'air. On parle de tout ce qui peut être dangereux, que ce soit pour notre santé, pour les animaux, les plantes ou même pour l'équilibre global de la planète. Faisons connaissance avec les personnages principaux de notre histoire, ce qu'on appelle les polluants primaires. On a le dioxyde de soufre, qui vient surtout de la combustion du charbon ou du pétrole. Les oxydes d'azote, typiques des pots d'échappement. Les fameuses matières particulières, ces poussières ultra fines. Les composés organiques volatiles ou COV qu'on trouve dans l'essence ou les peintures. Et enfin, des métaux lourds bien connus comme le plomb ou le mercure. Bon, une fois que ces polluants sont dans l'air, ils ne restent pas sagement au-dessus de la source d'émission. Non, ils s'engagent sur une gigantesque autoroute invisible, l'atmosphère. Et là, le voyage commence pour de bon. L'atmosphère, c'est un peu comme un millefeuille, avec plusieurs couches superposées. Mais pour notre histoire de pollution, celle qui nous intéresse vraiment, c'est la toute première, la plus basse, la troposphère. C'est là qu'on vit, c'est là qu'il y a la météo, et c'est là que tout se joue. Et on peut même zoomer encore plus. La zone de turbulence principale, c'est ce qu'on appelle la couche limite atmosphérique. C'est un nom un peu technique, mais en gros, c'est la partie de l'air qui est directement en contact avec le sol. C'est notre espace de vie, et c'est le grand mixeur où les polluants sont brassés, mélangés et transportés dans tous les sens. Alors la grande question c'est, si tout ça est si chaotique, comment peut-on bien prédire où vont aller les polluants ? C'est là qu'intervient la science avec des outils qui sont une sorte de GPS pour la pollution. L'un des outils les plus classiques, c'est ce qu'on appelle le modèle de panache gaussien. L'idée de base est assez intuitive. Pensez à la fumée d'un barbecue. Elle est très concentrée juste au-dessus des braises, puis elle s'élargit et se dilue en s'éloignant. Eh bien, ce modèle mathématise exactement cette forme de cloche, cette dispersion. Bien sûr, ce n'est pas de la magie. Pour que ça marche, le modèle a besoin de données très concrètes. La vitesse et la direction du vent, bien sûr, mais aussi la stabilité de l'air. Est-ce qu'il est calme ou turbulent ? Et même la hauteur de la cheminée d'où sort la pollution joue un rôle crucial. Tout ça, ça influence directement la trajectoire du panache. Et voilà ce que ça donne en pratique. Regardez bien ces deux cas. À gauche, on voit l'effet de la stabilité de l'air. Quand l'air est stable, comme la courbe verte, le pic de pollution est très haut et très proche de la source. En gros, la pollution reste coincée au sol. À l'inverse, si l'air est instable, la pollution se disperse beaucoup mieux. Et à droite, c'est l'effet du vent. Plus le vent souffle fort, plus le pic de pollution s'éloigne et s'aplatit. La dispersion est bien meilleure. On arrive à une étape super importante. Une fois en l'air, les polluants ne refont pas que se déplacer. Ils subissent de véritables transformations chimiques. Ce schéma résume parfaitement le cycle de vie. Il y a l'émission, puis le transport par le vent, mais regardez au centre, la transformation. Sous l'effet des rayons du soleil, de la chaleur et de l'humidité, nos polluants primaires peuvent réagir entre eux et créer de nouveaux polluants, qu'on appelle secondaires et qui sont parfois encore plus dangereux. Et puis, au bout d'un moment, tout ce qui est monté doit bien finir par redescendre, c'est la phase de dépôt. Ce retour au sol, il se fait de deux manières. D'un côté, on a le dépôt sec, c'est simplement la gravité qui fait que les particules les plus lourdes finissent par retomber sous forme de poussière. De l'autre, il y a le dépôt humide. Là, les polluants sont littéralement lavés de l'atmosphère par la pluie, la neige ou le brouillard. Ça y est, nos polluants ont voyagé, ils ont été transformés, et maintenant, ils arrivent au terminus. Ils retombent sur nous, sur nos villes, nos campagnes. C'est le moment du premier contact avec notre environnement direct. Et ça nous amène à une question que tout le monde se pose. On entend souvent parler de pluies acides, on s'imagine que l'eau qui tombe du ciel est forcément sale, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Quelle est la qualité réelle de l'eau de pluie ?
Alors là, attention, la réponse est assez bluffante. Regardez ces chiffres, qui viennent d'une étude menée à Lyon. Prenons le plomb. On trouve moins de 1 microgramme par litre dans l'eau de pluie. La limite pour que l'eau du robinet soit considérée comme potable, c'est 50. Pour le zinc, on est à 64, alors que la limite est à 5000. C'est pareil pour le cuivre. En clair, l'eau qui tombe du ciel est, la plupart du temps, d'une propreté exceptionnelle. C'est là qu'on touche au grand paradoxe. Si la pluie qui tombe est si propre, comment ça se fait que nos rivières et nos nappes phréatiques se polluent à chaque averse? La réponse ne se trouve pas dans le ciel, mais bien au sol, lors de la toute dernière étape du voyage. En fait, le vrai coupable, ce n'est pas la pluie, c'est ce qu'elle rencontre en touchant le sol. C'est une véritable cascade de contamination. L'eau de pluie, toute propre au départ, agit comme une éponge. En ruisselant sur l'asphalte, les toits, les parkings, elle va dissoudre et emporter des mois de pollution qui s'y sont accumulés. Cette sorte de soupe toxique est ensuite concentrée dans les canalisations et finit bien souvent directement dans la nature. Et là, les chiffres sont sans appel. On compare la concentration de polluants dans l'eau de pluie et dans l'eau qui a ruisselé sur des toits en ville. Pour le plomb, on passe de 1 à 210 microgrammes. C'est multiplié par plus de 200. Pour le zinc, c'est presque multiplié par 5. Pour le cuivre, par plus de 15. Le message est on ne peut plus clair, la pollution majeure ne nous tombe pas du ciel, elle est lessivée de nos propres surfaces. Et au bout de ce long et invisible voyage, il y a un coût. Un coût humain absolument tragique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air contribue à 2 400 000 décès prématurés chaque année dans le monde. C'est l'enjeu final, l'impact ultime de tout ce qu'on vient de décrire. On a donc suivi ce parcours fascinant, depuis les hautes couches de l'atmosphère jusqu'au caniveau de nos rues. Ce qu'on voit, c'est que le problème est loin d'être simple, et qu'il y a des points de contamination à chaque étape. La question qui reste en suspens, c'est donc celle-ci. Maintenant qu'on comprend mieux ce voyage, où se situe le meilleur endroit pour agir, et surtout, où commence la responsabilité de chacun?